Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie consacrée au Data Preprocessing ou pré-traitement des données. Dans cette vidéo, je vous montre des techniques essentielles en Data Science qui sont la normalisation et la standardisation qui ont pour objectif d'améliorer considérablement les performances des modèles d'apprentissage automatique. Mais vous vous demandez certainement c'est quoi Feature Scaling, à quoi ça sert et comment la mettre en place. Comme vous le savez déjà, les colonnes de votre dataset sont toutes différentes. Certaines variables ayant des valeurs plus grandes, d'autres plus petites, mais parfois elles ne sont pas exprimées dans la même unité de mesure. Pour le cas des distances par exemple, certaines variables peuvent être exprimées en kilomètres, d'autres en centimètres ou en mètres. Pour le cas des poids, certaines variables peuvent être exprimées en kilogrammes ou en grammes, etc. Malgré ces différences, elles doivent être traitées par le même algorithme. Cette différence d'échelle fait que de nombreux modèles de machine learning ou de deep learning produisent des résultats incohérents, voire absurdes. C'est pourquoi il est presque impératif d'ajuster les colonnes de votre dataset sur une même échelle. Cette technique de mise à l'échelle est appelée Feature Scaling. La normalisation et la standardisation sont les principales techniques du Feature Scaling que nous allons les voir dans le détail. Avant de commencer, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car c'est la façon la plus simple pour vous de nous aider à faire connaître la chaîne et à proposer plus de contenu. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour cette partie, on va utiliser les datasets Titanic qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, la première idée qu'on doit avoir quand on fait du Feature Scaling, c'est de voir les distributions de vos données. Et vu qu'on n'a que des variables numériques continues ici, on peut utiliser les histogrammes ou les densités. Mais avant de faire ça, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de valeurs manquantes et vérifier aussi les valeurs aberrantes. Et donc, df is na, ce sont les méthodes qui nous permettent de vérifier s'il y a des valeurs manquantes ou pas. Et comme vous constatez, dans la colonne âge, nous avons 177 valeurs manquantes. Et c'est assez pénible d'écrire tout ça à chaque fois. Ce que je propose, c'est de définir une fonction qu'on va appeler peut-être check missing values, qu'on lui donne en paramètre notre data frame, et on va retourner tout ceci. Et comme on a des valeurs manquantes dans notre data frame, on va aussi avoir besoin d'une fonction qu'on va appeler remove, qui va nous permettre de supprimer ces valeurs manquantes. Donc on va appeler missing values. On a toujours le même argument qu'on va retourner notre data frame, la fonction drop na qui nous permet de supprimer les lignes ou les colonnes où il y a les valeurs manquantes. Et donc on va surtout pas oublier de mettre in place égale à true pour rendre effective leur suppression. Donc je vais ajouter quelques cellules ici. On va aussi avoir besoin de vérifier les valeurs aberrantes. Donc pour ça, on va écrire la fonction check outlier on a toujours le même argument. On va retourner tout simplement df boxplot, la méthode boxplot, et peut-être on va pour le moment, on va lui donner comme argument la taille. Il faut redéfinir, parfois c'est très petit,
Donc fix size égale, moi j'aime bien souvent prendre 15, 5. Mais vous choisissez les valeurs qui vous arrangent. Pour tracer les histogrammes, on va également définir une petite fonction. Def, on va appeler histogramme. On a toujours les mêmes data frame. Et là, on va retourner tout simplement data frame hist. On appelle directement la méthode du pandas et on fixe la taille à 15,5. Et là, de cette façon, on peut appeler très rapidement les méthodes au lieu d'écrire à chaque fois les morceaux de code. Donc, check values, check missing values. Alors là, maintenant, c'est très simple. Notre df, voilà, on va les supprimer en appelant juste la fonction remove missing values. Et on vérifie cette fois encore. Alors, comme vous constatez, on a supprimé l'ensemble des valeurs manquantes. Donc, je vais mettre en commentaire cette ligne, comme on a déjà supprimé. Et concernant les outliers, il faut qu'on vérifie aussi. Parce qu'il y a des méthodes qui sont sensibles aux valeurs aberrantes. C'est pourquoi il faut s'assurer de leur présence ou non. Je vais mettre point virgule pour effacer. On a beaucoup de valeurs aberrantes pour la colonne fer qui signifie les tarifs. Et on a également quelques valeurs pour la colonne âge. Et pour cette colonne également que je ne connais pas sa signification. Et cette colonne également, on a quelques valeurs aberrantes. Alors, il est très important de vérifier que dans votre dataset, il y a des valeurs aberrantes ou pas. Parce que en ayant connaissance de leur présence dans votre dataset, vous saurez quelle méthode faut-il utiliser parce qu'il y a des méthodes qui sont très sensibles aux valeurs aberrantes et d'autres qui sont moins sensibles. Donc, en ayant connaissance de leur présence dans votre base de données ou dataset, ça vous facilite la tâche pour savoir quelle est la méthode la plus appropriée pour la suite. Et donc, maintenant, on peut plotter nos variables en appelant notre méthode histogramme très facilement, très simplement parce qu'on a écrit notre méthode df. La taille, donc je vais redéfinir la taille, c'est très petit. Histogramme, c'est très petit, pardon. 8. Donc je vais venir ici, réexécuter la cellule. La colonne survivante, l'échelle c'est de 0 à 1. La colonne P classe, l'échelle c'est de 1 à 300. La colonne âge c'est de 0 à 80. La colonne fer, le tarif c'est de 0 à 500. Et le but étant de mettre toutes les variables sous une même échelle. Pour cela, on dispose de plusieurs méthodes, dont voici la première des 4 méthodes qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour la forme, c'est pas grave, on va y revenir. Donc la première méthode qu'on verra dans cette vidéo, min, max, scalar, qui transforme toutes les valeurs entre 0 et 1. En appliquant la formule suivante, pour chaque valeur x, on soustrait le minimum de sa colonne. Le minimum de sa colonne est le tout divisé par la différence entre le maximum et le minimum de cette même colonne. Ainsi, toutes les valeurs se retrouvent dans l'intervalle 0 et 1. Et donc,
on va appeler min max scalar. On va instancier notre classe min max, la classe min max scalar. Je vais ajouter quelques cellules en dessous, min max scalar, et on va définir une nouvelle data frame qu'on va appeler data frame min max scalar, qu'on va pandas data frame, et l'objet qu'on vient d'instancier min max scalar, qu'on va fitter, ensuite transformer, fit en transform notre data frame. Et là on peut également nommer les colonnes, on peut extraire les colonnes de notre data frame, les mettre ici. Sinon pandas par défaut il va renommer les colonnes de 0 à n, n étant le nombre de lignes. Donc on va dire colonne égale data frame columns. J'exécute la cellule et donc on va afficher quelques lignes de notre nouvelle data frame pour voir les données. Les 3 premières lignes par exemple. Alors je vais également afficher, je viens ici au tout débit ici, je vais ajouter une nouvelle cellule, pas ici mais juste après la suppression des valeurs aberrantes. Donc on a supprimé les valeurs manquantes plutôt, donc je vais ajouter une cellule en dessous parce que l'objet data frame je vais modifier, donc je le mets ici et on va venir afficher les 3 premières lignes de mon nouvel objet pour comparer les valeurs. Donc ici c'est cp head, les 3 premières lignes, et là on peut voir la différence. Regardez la colonne par exemple faire les valeurs qui étaient avant, et maintenant on a transformé en utilisant min max scalar. On peut également plotter maintenant en appelant notre méthode histogram. Non, plutôt c'est pas ça, c'est histogram directement, la méthode histogram, notre nouvelle data frame min max scalar. Alors là on peut constater que l'échelle est unifiée. Regardez, quelle que soit la colonne, les valeurs se situent entre 0 et 1, quelle que soit la colonne. Pour la forme c'est pas grave, on y reviendra. Et pour l'échelle, en utilisant la méthode min max scalar, on parvient à mettre l'ensemble des valeurs entre 0 et 1. Et on peut également utiliser, au lieu d'utiliser pandas, la méthode de pandas, on peut utiliser par exemple seaborn. On peut utiliser également la méthode displot comme argument notre data frame, et j'exécute la cellule et là on obtient un magnifique graphique coloré avec l'ensemble des valeurs, l'ensemble des colonnes, l'ensemble de nos variables à côté, et l'échelle est bien visible. Alors là je viens ajouter une ligne print. Je vais tout simplement dire que c'est après utilisation de min max scalar, parce qu'on va comparer les deux graphiques après. C'est important de ne pas se tromper en ajoutant une ligne, et on va passer directement à la méthode suivante pour le moment, et
je vais revenir pour la conclusion. Pour cette première méthode, max absolute scalar permet en général de situer les valeurs entre -1 et 1 en appliquant la formule suivante. Chaque valeur x est divisée par le maximum en valeur absolue de x. Et on va instancier max absolute scalar, la classe max absolute scalar. Pardon, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Max je pense que j'ai pas encore importé la classe, donc from sklearn. C'est pourquoi j'ai pas sklearn preprocessing. On va importer min max scalar. Voilà. Et on va instancier la classe directement, min max scalar. Alors pour créer notre data frame, je viens copier cette ligne parce que c'est la même chose et modifier, coller et modifier. Non, ce n'est plus min max scalar, mais bon, il ne s'agit pas de min max scalar. Ça, c'est la méthode que nous venons de voir. C'est plutôt max absolute scalar. Donc, je vais modifier. C'est max absolute scalar. Il s'agit de cette méthode-là. Donc, je vais couper ces deux lignes et les mettre ici, modifier. Pas min max scalar, mais plutôt max absolute scalar. Et je modifie max absolute scalar. Alors ici, c'est la même chose, j'ai déjà modifié, j'ai déjà copié la ligne, il suffit juste de modifier notre nouvel objet et je peux commencer à plotter directement ou à afficher d'abord df max absolute scalar, non pas point mais plutôt tiret, pardon. Head, j'affiche juste les trois premières lignes et on peut commencer à plotter en copiant la ligne précédente. Pour la méthode précédente, plutôt l'histogramme, il n'y a rien à écrire, c'est juste, on va juste appeler la fonction. Vous voyez que j'ai un peu mélangé les choses, j'ai max absolute scalar ici, donc on va continuer avec ça. Donc histogramme, je vais lui donner df max absolute scalar et on va plotter et je vais préciser que c'est après avoir utilisé. Vous pouvez soit mettre point virgule pour effacer la sortie ou encore print, mais moi j'aime pas trop le point virgule à cause du Java qui impose. Donc vous pouvez juste écrire print et puis la sortie va être supprimée. Donc après utilisation de min max scalar, non, plutôt max absolute scalar. Donc on va exécuter pour voir. Voilà. Donc l'échelle c'est partout c'est 0,1. Partout c'est 0,1, quelle que soit la colonne. Donc en général, cette méthode permet de situer les valeurs entre -1 et 1. Mais pour notre cas précis ici, c'est 0,1. Donc l'intervalle 0,1 étant inclus dans -1, 1,
Donc c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Alors si on veut utiliser Seaborn, c'est également, on écrit, j'ai mis l'aléa, j'ai créé un aléa SB pour Seaborn. Donc la méthode qui me permet de plotter c'est 10 plots. Donc je vais juste lui donner mon data frame max absolu du scalar. Alors donc faites attention, si vous donnez des data frame comme ça, vous obtenez un autre graphique parce que celui du data frame initial, si vous donnez max, min, max scalar, vous allez obtenir un autre graphique et ainsi de suite. C'est en fonction de votre data frame. Donc pour nous c'est max absolu du scalar. On exécute la sortie à chaque fois. Et donc pareil que précédemment, la méthode précédente, min, max scalar et max absolu du scalar. Les résultats ici pour ces cas particuliers, on a exactement les mêmes résultats. Et donc la remarque à tirer, c'est en appliquant l'une ou l'autre de ces méthodes, on ne modifie absolument pas la forme de distribution. Et ça, c'est très important à retenir. Pour être sûr que la forme n'est pas modifiée par cette opération, on peut venir au tout début, là où on a ploté, voilà, juste après avoir supprimé les valeurs manquantes. Ici, on peut écrire par exemple print avant d'utiliser par exemple une méthode de feature scaling. Regardez la forme, quelle que soit la colonne, on va retrouver la même chose. Quelle que soit la colonne, la forme n'est absolument pas modifiée et seulement l'échelle. Et pour des méthodes différentes, regardez, c'est toujours la même chose. Et même pour les graphiques de Seaborn. Et donc on peut comparer, on peut toujours constater que la forme n'est pas modifiée et seulement l'échelle a été réajustée pour avoir celle que l'on veut. Et pour la méthode Robust Scalar, alors Robust Scalar, la troisième méthode, permet de soustraire pour chaque valeur x et y la médiane qui est confondue avec le deuxième quartile, ici sur cette formule. Le tout divisé par l'écart interquartile. Alors donc on peut instancier Robust Scalar. Robust Scalar, je vais instancier cette classe. Alors, copier la ligne de la méthode précédente et modifier. Donc, ça va devenir Robust Scalar. Ici aussi, c'est pareil. Robust Scalar. L'objet qu'on vient d'instancier. J'exécute la cellule. Et ensuite, je peux appeler mon histogramme, ma fonction histogramme. DataFrame Robust Scalar. Et je mets print après utilisation. Après, par exemple, Robust Scalar. Et j'exécute. Regardez bien, la forme n'a absolument pas changé. Et vous constatez bien que c'est différent de la méthode précédente parce que l'échelle, après utilisation d'une méthode, d'une des deux méthodes précédentes, à chaque fois l'échelle a été réajustée. Ici aussi, bien sûr, l'échelle a été réajustée, mais pas entre 0 et 1. On verra ça pourquoi après la dernière méthode qu'on verra dans cette vidéo. Donc, on peut aussi afficher quelques lignes de notre data frame initial que j'ai nommé CP là pour voir la différence head 3
J'exécute la cellule pour notre nouvel objet data frame. C'est Robust Scaler. Donc head. J'affiche également 3 premières lignes. Et voilà, on voit nettement que les valeurs ont été réajustées. Et donc, pour l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est moins sensible aux valeurs aberrantes par rapport à la méthode suivante qu'on verra tout à l'heure. Donc, Standard Scaler permet pour chaque valeur xi de soustraire la moyenne générale, le tout divisé par l'écart type. Et on va instancier Standard Scaler. Je pense avoir copié, voilà. Donc je modifie Standard Scaler. À chaque fois je modifie mon... Attendez, il faut être sûr que j'ai pas fait de bêtises précédemment. Donc, ouais, ici par exemple, voilà. Ici, on a utilisé max absolu de scaler. Ici, j'ai oublié de mettre max absolu. Donc, le résultat n'est pas tout à fait correct. Donc, on verra. Voilà, je vais réexécuter tout pour voir. Voilà, max absolu de scaler. Voilà, parfois c'est ça le mauvais côté de copier une ligne et coller. Parfois, on peut se tromper. Voilà, le résultat n'a pas changé, hein, je crois bien. Voilà, on obtient le même résultat. L'échelle, c'est toujours entre 0 et 1. Voilà, pour ces deux colonnes, pour ces deux méthodes, pardon. Et on revient maintenant, Standard Scaler. Donc, j'ai modifié, j'exécute les deux cellules et j'appelle mon histogramme DF, Standard Scaler. Donc, je mets après utilisation des Standard Scaler. Donc, on peut également utiliser la méthode du Seaborn, parce que Seaborn, la méthode qu'on a dit, c'est displot. Donc, on va lui donner notre data frame. J'exécute la cellule. Alors, on obtient, voilà. Pourquoi c'est affiché comme ça? Ok, c'est mieux. Donc, je vais également afficher peut-être data frame. Head 3. Alors, l'intérêt de cette méthode est que Standard Scaler, contrairement à la méthode précédente, cette méthode elle est très sensible aux valeurs aberrantes. Vous ne devez surtout pas l'utiliser en présence de valeurs aberrantes. Moi, par exemple, je l'ai utilisé, c'est juste pour l'exemple, pour la démonstration. Mais sinon, dans la vie réelle, on n'utilise pas en présence des valeurs aberrantes. Donc, soit il faut les supprimer ou plutôt préférer une autre méthode qui est moins sensible aux valeurs aberrantes. Oui, mais vous pouvez me dire, j'ai compris l'utilisation de ces méthodes, mais finalement, à quoi ça sert feature scaling? Alors, si vous vous posez encore cette question, la réponse est la suivante. Feature scaling, ça permet à certains algorithmes de machine learning de converger plus rapidement vers la solution et optimiser la précision de votre modèle.
Voilà, on a fait le tour des principales méthodes, chacune d'elles correspondant à une situation donnée. Vous devez toutes les connaître, mais pas nécessairement les utiliser en même temps sur les mêmes données. Utilisez seulement celle qui correspond au mieux à votre situation. Sachez également qu'il y a d'autres méthodes telles que Power Transformer Scaler ou encore Unit Vector Scaler, etc. Si tu veux connaître les autres méthodes de feature scaling, laisse-moi un commentaire, je ferai une vidéo rien que pour toi. Le notebook associé à cette vidéo est également disponible sur mon GitHub. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager avec vos amis. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter bon apprentissage et on se retrouve pour une prochaine vidéo.